Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance, c'est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. Bonjour, François-Joseph Vella, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je m'appelle François-Joseph Vella. Depuis une quinzaine d'années, je suis consultant en management. J'aide les gens à être heureux de travailler ensemble. Alors dites-nous, vous qui avez une grande expérience d'animation de séminaires sur le management, qu'est-ce qui fait exactement un chef, un bon ou un mauvais manager ? Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire dans mes interventions dans les organisations où je suis appelé, c'est de demander aux participants de me donner le nombre de managers, de chefs de N+1 qu'ils ont depuis qu'ils travaillent. On observe un bon manager sur 3. C'est vraiment une grande constante. Et troisième question que je pose aux participants, je leur dis, pour quelle raison vous avez mis les bons chefs dans les bons chefs ? Il ressort toujours 3 types de réponses. Première chose déjà, c'est le chef qui montre l'exemple. L'escalier se balaye par le haut, donc c'est le manager qui est en cohérence avec ce qu'il attend des autres, il le fait. C'est pour éviter le côté « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Ensuite, c'est un chef qui est exigeant, qui tire vers le haut, qui tranche, qui décide, qui a une orientation, qui a un côté leader. Et puis, il a un côté plutôt soutien, accompagnement, écoute, accessible, juste. Le mauvais chef, c'est celui auquel il va manquer une ou plusieurs de ces couleurs. Le chef qui ne montre pas l'exemple, c'est celui qui justement implicitement dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », qui est donc pas du tout crédible. Le chef qui manque d'autorité, c'est celui où on ne sait jamais où on va, on ne décide pas, on est dans le flou artistique. Et puis, la troisième dimension, c'est par exemple le chef qui n'est jamais là. Une fois un participant, quand je lui ai demandé qu'est-ce que vous attendez de vos chefs, il a répondu déjà qu'il soit présent. C'est d'être proche des collaborateurs. Et donc, quand vous avez un manager qui passe en coup de vent, qui prévoit des points individuels, mais ces points individuels sont toujours annulés, reportés, que vous ne voyez jamais, effectivement, ça ne va pas aider le manager à faire progresser chacun de ses collaborateurs. François-Joseph Vella, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage ? Alors pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre qui s'intitule donc « Les 5 règles vitales du management », l'expérience de milliers de managers et dirigeants avec le Centre d'études des entreprises. Alors c'est un titre un petit peu long mais qui a toute sa raison d'être. Comme indiqué à la fin de ce titre, on parle du Centre d'études des entreprises. En fait, le Centre d'études des entreprises, donc le CEE, est une association de dirigeants qui a été fondée au début des années 60, plutôt dans le milieu industriel, de dirigeants qui échangeaient sur leurs préoccupations de dirigeants, entre autres sur les questions de management. On est avant mai 68, sur des questions de pouvoir, de responsabilité. Et mai 68 arrive, la France est bloquée, il y a des barricades qui s'élèvent dans les rues de Paris, il y a des pavés qui volent encore plus haut que les barricades, et étonnamment, les entreprises des dirigeants du CE ne faisaient pas grève. Même des usines dans la banlieue rouge de Paris ne faisaient pas grève. Et donc ça s'est su. Et donc il y a des dirigeants qui ont contacté les membres du CE pour leur dire écoutez, venez nous aider parce que chez nous il y a des grèves, on ne sait plus comment s'en sortir. Et donc c'est suite aux grèves de mai 68 qu'il y a un membre du club qui était directeur juridique de son entreprise qui a décidé de démissionner pour répondre aux attentes de ses dirigeants. J'ai rejoint donc un groupe de consultants qui s'inspire de cette histoire. Je les ai rejoints en 2011 et dès 2013, je leur ai dit mais il faut qu'on fasse un livre un peu grand public. Il m'a fallu donc 10 ans pour passer à l'action. Alors nous trouvons un nombre incalculable d'ouvrages sur le management de nos jours. À quoi pouvons-nous nous attendre en ouvrant le vôtre ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Alors je vais parler un petit peu des livres de management pour le resituer. Les livres de management, je les classe en 3 grandes catégories. Soit c'est des livres de sociologues, de chercheurs, de professeurs, avec parfois effectivement des théories qui peuvent être illustrées par tel ou tel exemple. Mais quand on referme le bouquin, on se dit comment je fais dans ma situation à moi. Soit c'est le livre d'un dirigeant qui raconte son histoire, et puis c'est un dirigeant visionnaire, charismatique, parfois génial, compétent, humble, accessible, avec toutes les qualités. Et puis quand on referme son livre, on se dit moi, j'ai pas son charisme, j'ai pas sa vision, j'ai pas son côté génial, et puis on n'est pas dans le même secteur d'activité, donc quand on referme le bouquin, on ne sait pas trop quoi en faire. Soit c'est un livre plutôt boîte à outils, avec des outils, donc on va picorer dans tel ou tel outil, intéressant, mais on ne verra pas toujours le lien entre ces différents outils. Et bien en fait, dans le livre, vous avez à la fois des réflexions de fond qui sont tirées de l'observation du réel, ces fameuses règles vitales.
Ensuite, il y a des histoires, il y a des témoignages qui illustrent des bons ou des mauvais exemples de ces fameuses 5 règles vitales. Et ensuite, pour chaque règle vitale, on présente 2, 3, 4 outils à pratiquer pour améliorer le fonctionnement de la communauté en question. Et puis également, il y a un certain nombre de questions qui sont posées donc au chef, au manager, au responsable, au cadre, suivant comment on l'appelle, auxquelles il répond soit seul, soit avec son équipe. Et donc en fait, le lecteur, il est accompagné dans sa lecture, il y a un fil conducteur qui petit à petit va l'aider à rédiger ce qu'on va appeler une feuille de route managériale. Et donc de fait, ce n'est pas un livre que vous allez lire une seule fois puis ensuite remiser dans une bibliothèque, mais c'est un livre que vous allez garder à portée de main parce que les outils, les témoignages, les histoires vont vous marquer. J'ai eu l'occasion de le diffuser dans des associations, dans des écoles, j'ai pu aussi m'inspirer de cette pratique de management même dans ma propre famille. Donc ces 5 règles vitales dont on parle, c'est vraiment des fondements humains, des constantes humaines. Maintenant que le cadre est posé, François-Joseph Vella, pourriez-vous nous décrire précisément ces 5 règles vitales? Alors quelles sont ces fameuses 5 règles vitales? Pour arriver d'abord à ces règles vitales, on est parti de l'observation du réel dans les différentes entreprises au départ, voir qu'est-ce qui ne marchait pas. Et on a observé ce qu'on appelle les 5 dérives toxiques. Très certainement, ça va vous rappeler des souvenirs, ça va vous rappeler des situations que vous avez vécues ou peut-être dont vous avez été témoin. La première dérive, c'est une dérive de méfiance. On n'est pas tout au courant de ce qui se passe, on n'ose pas parler parce que si on parle, on se dit ça va nous retomber dessus, donc on n'est pas à l'aise, on n'est pas complètement en confiance, méfiance. Deuxième dérive, le travail en silo. Les équipes travaillent pour des objectifs et des indicateurs différents, donc chacun tire dans son coin, mais il n'y a rien qui fédère toutes les équipes. Troisième dérive, c'est le désengagement. On ne sait pas vraiment qui est responsable de quoi, qui décide quoi et comment, où est-ce qu'il faut demander l'autorisation avant de prendre une décision. Voilà, encore un flou. 4, ce sont les rivalités dans les équipes et entre les équipes. Et puis 5, là c'est une dérive qui est spécifique aux managers, chefs, encadrants, qui sont des managers, plutôt managers tableurs, avec leurs tableurs, des gestionnaires d'activité, mais qui ne s'occupent pas des personnes. Et puis les personnes sont vues comme des numéros. Eh bien, face à chacune de ces 5 dérives, on va mettre en place une règle vitale pour contrecarrer justement cette dérive. Face à la méfiance, eh bien, on va développer la confiance en parlant vrai, qui est vraiment la condition essentielle de la confiance. Deuxièmement, par rapport au travail en silo, eh bien, on va fédérer les équipes vers un but commun qui est la satisfaction du client, du patient, du bénéficiaire, suivant un peu l'environnement dans lequel on est. Ensuite, face au désengagement, eh bien, on va encourager l'esprit d'initiative à travers une image forte qui est le clou et le marteau. Face aux rivalités dans les équipes ou entre les équipes, eh bien, on va créer les conditions de la cohésion, de l'unité. Et puis face au manager tableur, eh bien, on va expliciter que la première mission d'un manager, c'est d'abord de faire progresser chacune des personnes dont il a la responsabilité. Parce que si chacune de ces personnes progresse, eh bien, le travail va s'améliorer, la personne sera plus motivée et les clients bénéficiaires seront satisfaits. Donc, il y a un côté vertueux. Dans ces 5 règles vitales du management, il y en a 4 qui sont pour toutes les personnes de l'organisation, de l'entreprise, de la communauté. La 5e, elle est spécifique vraiment pour les chefs, managers, encadrants. C'est ce que j'appelle les 4 esprits. Il y a l'esprit de vérité, l'esprit de service, en interne ou en externe vis-à-vis des clients, l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe. Et donc, il y a la 5e règle qui est spécifique donc, pour les chefs, pour les managers, qui est l'esprit de progrès, qui est de faire progresser chacun de ses collaborateurs. Et on en profite évidemment pour rappeler à nos chers auditeurs qu'ils n'hésitent pas à faire connaître ce podcast à leur entourage, pour partager ce petit trésor, ces belles initiatives inspirantes. La transparence et l'honnêteté semblent être les valeurs centrales de votre ouvrage. La question se pose, comment appliquer concrètement ces valeurs dans un cadre professionnel ? Si vous avez déjà eu l'occasion où quelqu'un vous a menti ou vous a fait une demi-vérité, vous savez comme moi que c'est très désagréable et tout de suite, il y a une grosse entaille dans le contrat de confiance. Donc, nous, on ne va pas nécessairement parler de vérité, mais on va parler de parler vrai. Le parler vrai, ce n'est pas tout dire, mais quand je parle, ce que je dis est vrai. Même si parfois je ne peux pas tout dire, parce qu'il y a des questions de clauses de confidentialité, parce que les décisions ne sont pas encore prises. Parfois, je peux dire « je ne peux pas t'en dire plus », parce que je suis tenu à un droit de réserve, ou je t'expliquerai plus tard pourquoi je ne peux pas t'en parler maintenant. Mais en tout cas, le message qu'on fait passer, c'est quand je parle, ce que je dis est vrai. Comment parler vrai avec ses chefs, avec sa hiérarchie ?
Nous, on accompagne essentiellement donc, des dirigeants et on leur dit qu'il faut qu'ils créent les conditions de la confiance. Je prends un exemple très simple. Il y a une étude aux États-Unis qui a montré que les meilleurs hôpitaux sont ceux qui déclarent le plus d'erreurs. Alors ça peut paraître étonnant, s'ils déclarent plus d'erreurs que les autres, c'est qu'a priori ils sont plus mauvais. Mais on comprend facilement que si vous êtes aide-soignant, infirmier, médecin dans cet hôpital et que chaque fois que vous remontez une erreur, un dysfonctionnement, on vous tape sur les doigts, eh bien rapidement vous allez mettre la poussière sous le tapis. Et donc on voit bien que le fait de remonter des erreurs, c'est plutôt un bon climat de confiance, un bon climat de parler vrai. La très grande majorité des collaborateurs, ils vont se comporter en fonction de ce qu'attendent en fait les dirigeants. Vous aurez toujours des êtres humains qui seront des héros qui, quel que soit l'environnement, quels que soient les risques, qui sont intègres et qui assumeront ce qu'ils diront, qui parleront vrai, peut-être un peu trop. Mais moi, quand on me pose la question, je dis au subordonné en face de moi, je lui dis, mais d'après toi, qu'est-ce que ton chef, ton manager est prêt à entendre, prêt à accepter? Et puis, d'un point de vue un peu plus concret, je lui propose ce que j'appelle la technique du ping-pong. C'est d'aller voir son chef et de lui parler vrai en une phrase et de voir comment le chef réagit. Si le chef réagit bien, eh bien, il lui renvoie la balle de ping-pong, eh bien, il va parler un peu plus vrai. Et puis si le chef réagit encore bien, il va continuer. Mais si dès la première parole de parler vrai, il voit que le chef, il n'est pas content, ou il commence à s'énerver, ou il botte en touche, bon, c'est peut-être un signe comme quoi le chef, il n'a pas envie qu'on lui parle vrai. Votre groupe de consultants se nomme Audubocal et reprend ainsi le nom de votre modèle managérial. Mais alors, à quoi se réfère cet Audubocal? Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Notre approche du management s'illustre par une image qui dit qu'il faut clarifier l'eau du bocal pour que les poissons soient meilleurs. L'approche, c'est d'abord de travailler sur les conditions, sur les relations entre les personnes, donc l'eau du bocal. Je vais prendre un exemple avec le parler vrai. Dans une communauté, quelle qu'elle soit, eh bien, voilà, tout le monde parle plus ou moins avec tout le monde, mais l'expérience montre que si entre deux personnes, eh bien, il y a un problème de confiance, il y a un manque de parler vrai, ça va un peu polluer l'eau du bocal dans lequel ils sont. Et donc ce bien commun, le parler vrai est un des biens communs, c'est de dire que toute personne de la communauté peut aller voir les deux personnes qui ont ce manque de parler vrai et de leur dire, même si je n'ai rien à voir avec votre différend, avec votre problème, je suis légitime pour dire, vous ne parlez pas vrai et votre manque de parler vrai entre vous a une incidence sur l'eau du bocal de notre communauté. Donc je vous invite fermement, avec encouragement, avec soutien, à parler vrai pour clarifier l'eau du bocal entre vous deux. Chacun peut à la fois polluer l'eau du bocal ou au contraire la clarifier. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un bien commun, c'est un bien qui est commun à tous les membres de la communauté et donc chacun doit contribuer à assainir autant que possible l'eau du bocal. Alors c'est un concept qui peut paraître abstrait. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce parler vrai? Un témoignage peut-être? Parler vrai, c'est aussi bien dire ce qui va, donc ce qu'on appelle les pépites, et ce qui ne va pas, ce qu'on appelle les cailloux dans la chaussure. Parce que quand vous avez un caillou dans votre chaussure, même si vous êtes en pleine forme, vous n'allez pas facilement marcher et encore moins courir. Et donc l'idée, c'est en équipe ou en tête-à-tête avec chacun de ses collaborateurs, eh bien, régulièrement faire des tours de pépites et des tours de cailloux, mettre sur la table qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Suite à un de nos séminaires d'équipe, il y a une des participantes qui, visiblement, avait un caillou avec un autre responsable de l'entreprise, a demandé un entretien en tête-à-tête avec la personne pour lui faire part de ce caillou. En fait, l'autre dirigeant avait présenté le travail de cette personne en faisant un peu un jeu de mots à deux balles. Donc elle a pu lui partager ce caillou et en fait le dirigeant il était complètement de bonne foi, il n'avait pas du tout réalisé la maladresse qu'il avait eue, au contraire il était très fier du travail réalisé et donc il a pu bien sûr s'excuser auprès de la personne et dès qu'il a eu l'opportunité de pouvoir confirmer la qualité du travail qui avait été réalisé lors d'une réunion suivante. Finalement, votre ouvrage nous incite-t-il à prendre soin de nos collaborateurs pour prendre soin de l'entreprise? Le client, le bénéficiaire, c'est bien la finalité de la structure, de l'organisation, de l'entreprise. Mais pour un manager, la première chose dont il doit s'occuper, ce sont de ses collaborateurs. Si les collaborateurs, on s'occupe d'eux, on les fait progresser, donc ils sont motivés, donc le travail s'améliore et donc les clients sont plus satisfaits et les clients satisfaits est un client fidèle, eh bien donc tout le monde y gagne. Donc on remet les choses en ordre. C'est en premier, je m'occupe de mes collaborateurs pour qu'eux puissent s'occuper des clients. François-Joseph Vella, souhaitez-vous partager quelques mots dédiés à ceux qui nous écoutent pour clôturer cet échange? Vous devez certainement faire partie de plusieurs communautés, ne serait-ce que votre famille, votre entreprise, une association, une école ou un club, je ne sais quoi. Vous êtes la même personne
et vous devez constater que vous vous comportez différemment dans ces différents bocaux dans lesquels vous êtes. Par exemple, il y en a où vous parlez plus facilement vrai que d'autres. Souvenez-vous, le jour où vous serez en responsabilité, de bien créer les conditions pour faciliter les comportements attendus des personnes dont vous avez la responsabilité. Merci infiniment, François-Joseph Vella, de nous avoir partagé votre savoir et votre expérience sur un sujet vital au sein de toute organisation. Si on ne prend pas soin de la personne, cette dernière ne pourra pas prendre soin de ce qui l'entoure et des missions qui lui sont confiées. Le monde du travail est un microcosme où doit fleurir l'écologie humaine, où la transparence, le respect et le soutien demeurent des valeurs cardinales. Votre ouvrage est définitivement un guide précieux pour cheminer sur cette voie. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!